France Inter. It's morning edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour entre Israël et le Liban ce soir. Il y avait des voitures et les gens étaient en sang à l'intérieur. Des fois, il y avait aussi beaucoup de gens en moto qui étaient tombés parce que leur pager avait explosé. Il y avait des ambulances, des équipes médicales vraiment partout. J'ai vu des dizaines de familles, des centaines de gens devant tous les hôpitaux de la ville. Le témoignage d'un homme à Beyrouth, témoignage recueilli et traduit par Étienne Monin. Bonsoir Christian Chesneau. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Christian, vous êtes grand reporter à la rédaction internationale de Radio France. Vous êtes au Liban en ce moment. Vous y étiez hier pour un reportage au long cours, notamment avec la FINUL, la force des Nations Unies au Liban. Et j'allais dire, ça tombe plutôt bien. Ça nous intéresse d'ailleurs aussi. D'abord, la question qu'on a envie de vous poser. Nouvelles explosions, des talkie-walkie, des radios, des panneaux solaires. On a l'impression que c'est une deuxième salve. Et une deuxième salve même tout aussi impressionnante que la première, Christian. Exactement. Ici, les Libanais ont l'impression de vivre un cauchemar. C'est comme une espèce d'épidémie meurtrière. Vous l'avez dit, il y a eu des explosions cet après-midi dans la banlieue sud de Beyrouth, dans le quartier chiite, où il y avait des enterrements. Il y a eu aussi à Baalbek, à Saïda dans le sud. Ce soir, là, l'armée est en train de déminer une bombe improvisée sur le parking de l'université américaine de Beyrouth. Donc là, il y a une psychose. Les gens ont l'impression de vivre un film de science-fiction. Encore quelqu'un me disait tout à l'heure, oui, j'ai l'impression qu'on est dans un film, on est dans le cinéma, une espèce de main invisible est en train de nous faire exploser un peu partout. On va parler évidemment de ce qui peut se passer après, et notamment aussi pour le Hezbollah, mais une chose d'abord quand même, Christian, ça ressemble à une humiliation pour le Hezbollah. Est-ce que c'est le mot que vous employeriez ? Ah oui, c'est même un camouflet, c'est un gouffre sécuritaire là pour le Hezbollah qui se vante d'être un parti clandestin, efficace, discipliné, secret. Et là, on a l'impression que les Israéliens lisent le parti à livre ouvert. C'est-à-dire qu'il y a eu des assassinats de cadres depuis plusieurs mois. Le dernier, le Fouad Chouker, qui était l'un des fondateurs du Hezbollah, qui a été assassiné récemment. Et puis aujourd'hui, cette infiltration via les beepers, les talkie-walkie, etc. Pour le Hezbollah, c'est un fiasco sécuritaire. Et on attend évidemment le discours de Nasrallah demain, qui va peut-être s'expliquer sur ce fiasco. Il va falloir s'expliquer, effectivement, Hassan Nasrallah qui va parler demain à 17h, il va falloir s'expliquer, il va falloir essayer de rassurer, parce que comme vous le dites, on a l'impression là qu'Israël connaît l'intimité des combattants du Hezbollah, connaît leurs faits, des gestes, et surtout il va falloir du temps, il faut revoir l'intégralité des protocoles aujourd'hui, jusqu'à quel point le Hezbollah a-t-il été, j'allais prononcer le mot anéanti, c'est peut-être un peu fort, en tout cas terriblement affaibli par ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, et on ne sait pas si c'est la fin. Alors, il n'est pas anéanti, parce qu'aujourd'hui, le Hezbollah a encore tiré des roquettes sur Israël, et il y a quand même un appareil sécuritaire, militaire dans le sud qui est toujours là. Le problème, c'est cette armée, comment peut-elle maintenant communiquer entre elles ? Il faut savoir que le Hezbollah a aussi son propre réseau interne, un réseau filaire souterrain qui couvre tout le Liban, mais là, évidemment, sur les communications quotidiennes, ça va être difficile, et donc, va y avoir des purges, une espionnite aiguë, j'allais dire, dans le parti, parce qu'il va falloir chercher les taupes, qui est responsable, et donc, il y aura une grande lessive qui va arriver, et parce que sinon c'est la crédibilité du parti, du mouvement qui est en jeu, et il peut pas supporter ça. Il y a un moment donné, il va falloir rebondir, et ça va être un peu le sens du message de Nasrallah demain, c'est-à-dire qu'on a pris un coup très sérieux et il va falloir rebondir. Du parti et de l'organisation militaire qui est le Hezbollah également, Christian Chesneau, parce que non seulement il va falloir repartir, il va falloir surmonter ça, il va falloir mais est-ce qu'ils ont d'autres matériels pour pouvoir communiquer ? Vous le disiez, c'est là que effectivement Israël a attaqué. Comment on fait désormais ? Est-ce qu'on est nu quand on est le Hezbollah aujourd'hui ? Je veux dire pas nu complètement, mais en tout cas là, moi j'ai essayé de contacter des gens du Hezbollah, personne ne répond. On a l'impression qu'ils sont tous sous terre, tout le monde fait le dos rond, parce que la vague est tellement forte, tellement surprenante, tellement inédite, que là il y a une forme de sidération au sein du parti. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe, et ça touche à la fois des cadres importants et des cadres, j'allais dire, de base. Donc là il y a une psychose dans le parti, et forcément Nasrallah va être obligé de remobiliser un peu les gens, parce que là le moral est en berne en ce moment-là, chez les gens du Hezbollah, et donc en plus les coups arrivent encore, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule frappe, il y a une vague aujourd'hui, 9 morts, 300 blessés, et les gens s'attendent et demain.
Et demain, justement, on s'est dit, j'imagine que vous, puisque vous étiez avec la FINUL à ce moment-là, hier, Christian, quand la première attaque a eu lieu, on s'est dit, il va y avoir forcément derrière une offensive israélienne qui n'a pas eu lieu à la place, si j'ose dire. Il y a cette deuxième attaque de la même manière sur les talkie-walkie, sur les panneaux solaires et sur tout ça. Est-ce que ça veut dire que la population de Beyrouth, au milieu de laquelle vous êtes, attend là, maintenant, pour les prochaines heures, que la nouvelle étape, ce soit une offensive israélienne? Est-ce que c'est ça qui est dans les têtes et peut-être même qui est exprimé par les gens? Écoutez, les gens sont complètement angoissés, sont même déboussolés. Personne ne sait ce qui va se passer. Les gens attendent, vous l'avez dit. Ils sont tous rivés sur les télévisions là, qui sont en boucle sur tous les événements. C'est vrai qu'à la FINUL, on me disait que après cette première attaque au Beeper, c'était peut-être le prélude à une grande opération militaire, peut-être des bombardements massifs de la part d'Israël, parce que Netanyahou a dit il faut changer les règles du jeu au sud, il faut changer le statu quo. Et donc, c'était peut-être la première phase de brouillage, de désorganisation du Hezbollah. Et cette phase n'est pas venue militairement. En revanche, on a eu évidemment une deuxième phase de l'attaque, de cyberattaque, de l'attaque par les beepers et les talkie-walkie. Et donc, après, on se demande qu'est-ce qui va arriver. Quelle est la signification politique? Est-ce que c'est simplement pour impressionner le Hezbollah, l'humilier, etc. et lui dire il faut arrêter, il faut négocier maintenant parce que vous n'allez rien gagner à une confrontation avec nous, les Israéliens? Voilà, il y a plein de questions en suspens et personne, y compris à la FINUL ici à Beyrouth, ne sait vraiment quelle est la signification, quel tournant ça peut prendre. Il faut réexpliquer d'ailleurs la FINUL, la force des Nations Unies qui est au Liban, c'est 10 000 hommes, Christian Chesneau, et ça compte s'il y a une guerre totale qui se met en place. C'est important de savoir quand même que cette FINUL est là. Combien de Français d'ailleurs au milieu? Environ 700 Français. Moi, j'étais sur leur base hier, évidemment, qui regardent tout ça avec non pas inquiétude parce qu'ils font le job, mais il y a quand même, on sent quand même qu'ils sont vigilants, parce que ça peut se déclencher à tout moment. Alors, vous avez parlé de répliques tout à l'heure. Effectivement, est-ce qu'on ignore de ce que peut faire Israël? On y reviendra, Christian. Côté Hezbollah, la réplique. D'abord, est-ce que vous parliez tout à l'heure d'humiliation? Est-ce que il faudra une réplique de toute façon pour essayer de réparer cette humiliation? Est-ce que ça on le sait déjà? Et est-ce qu'on sait déjà de quel ordre? Parce que on se souvient tous ici que juste après l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, il y avait eu une attaque de drone. Ça n'a pas été beaucoup plus loin finalement, et personne n'a voulu franchir cette limite et cette barrière qui faisait qu'un vrai front, réellement une guerre ouverte, s'ouvrait au nord d'Israël, au sud du Liban. Là, qu'est-ce que vous en dites et comment vous voyez les choses? Écoutez, le Hezbollah est un peu piégé parce que il faut qu'il réagisse, qu'il fasse quelque chose, parce que, comme on l'a dit, c'est une humiliation. Alors, il peut riposter de manière militaire, encore en ciblant des objectifs militaires en Israël. On sait aussi que le Hezbollah a beaucoup de drones. Il a fait voler des drones au-dessus de Haïfa, de plusieurs villes israéliennes. Il pourrait réserver des surprises de ce côté-là, mais il ne peut pas aller très loin, beaucoup plus loin, parce qu'il y a des sortes de règles d'engagement entre les belligérants, parce qu'il sait que s'il va trop loin, il va s'attirer les foudres d'Israël qui pourraient, entre guillemets, vitrifier le sud du Liban, et là, ça serait un désastre militaire pour le Hezbollah après ce désastre sécuritaire. Donc, il va riposter, il est d'abord en train de faire le ménage en interne, comme on l'a dit, enquête, investigation, trouver les espions, les taupes, mettre de l'ordre dans la maison, et puis après, peut-être, une riposte viendra, pas forcément à très court terme, ça peut prendre un peu de temps. Là, on enterre les morts. Aujourd'hui, dans la banlieue sud de Beyrouth, on enterrait les morts. Donc, il y a le temps du deuil, le temps de la réflexion, mais il est certain qu'il y aura une forme de riposte. Deux choses, Christian. D'abord, et avant d'évoquer l'armée libanaise, vous et moi, est-ce qu'on sait au Liban, est-ce que vous avez une idée sur la question? Est-ce qu'on a des informations sur le but de guerre de Netanyahou au sud Liban et donc au nord d'Israël? On sait bien que ce qu'il a mis, lui, dans ses buts de guerre, c'était de pouvoir réinstaller les gens qui étaient installés au nord d'Israël, les 60 000 personnes qui ont dû partir. Mais jusqu'où pensez-vous qu'il est susceptible d'aller, entrer à l'intérieur du territoire, et jusqu'à quel point? Écoutez, moi j'ai été à l'état-major de l'armée libanaise, j'ai rencontré quelques généraux, et ce qu'ils me disaient, c'est que ils redoutent évidemment une offensive israélienne à terre. Quelqu'un me disait, ça serait même un cadeau pour le Hezbollah si les Israéliens pénétraient au sol, parce que là, ça légitimerait le combat du Hezbollah. L'armée libanaise qui est un peu pris en sandwich. Ce qu'on dit ici, c'est que les Israéliens ont envie de changer la donne sur le terrain, mais par le biais de la fameuse résolution 1701, celle qui avait
été adopté par le Conseil de sécurité en 2006, après la guerre de 33 jours, où il y avait eu des combats très violents entre Israël et le Hezbollah, pour essayer de la renforcer, de changer la donne en essayant de constituer une sorte de zone de sécurité, etc. Mais on voit mal comment, d'autant plus que Israël veut appliquer la résolution, mais la viole tous les jours avec les survols de F-16. Moi, j'étais encore ce matin, j'en ai entendu un qui passait dans le ciel du Sud, les drones, etc. Vous savez, il y a entre 50 et 60 drones israéliens qui sont en permanence sur le sud d'Israël, me disaient les militaires libanais. Donc voilà, mais Israël voudrait un peu peut-être changer cette 1701 qui peut-être a vécu. Mais avec une crainte de la guerre totale, et là de la part de l'armée dont vous parliez, puisque vous avez rencontré le chef d'état-major, mais aussi au fond des Libanais dont vous avez parlé, est-ce que cette crainte d'une guerre totale, d'un front qui s'ouvre réellement, elle devient plus tangible encore ? C'est-à-dire que la guerre totale, c'est un peu le scénario catastrophe. Alors évidemment, le pire n'est jamais sûr, mais évidemment, une campagne de bombardement très forte d'Israël, évidemment, c'est redouté ici, parce que, vous savez, il y a 100 000 Libanais qui ont quitté le Sud, qui sont réfugiés. Vous avez un pays dans un état déplorable, économique, etc. Donc une guerre totale, comme on l'a vécu un petit peu en 2006, ça serait une nouvelle catastrophe. Et donc tout le monde la redoute et tout le monde espère qu'elle n'interviendra pas. Les gens espèrent que ça va rester dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Avec aussi, et ce sera la dernière question, Christian, j'allais dire ça va de soi, mais ça va mieux en le rappelant quand même, un vide d'autorité libanaise qui est tel que de toute façon le champ, j'allais dire le terrain de jeu, je m'en excuse à l'avance, mais que le champ est parfaitement ouvert. Le problème, c'est que, vous le savez, le Liban n'a pas de président. Oui. C'est bloqué depuis 2 ans. Le président Macron a essayé d'essayer de faire bouger les choses, ça n'a pas marché. Vous avez un Premier ministre intérimaire. Vous avez un Hezbollah puissant, mais là, très affaibli, qui vient de prendre un coup très sérieux. Puis vous avez l'armée libanaise, qui est un peu la seule colonne vertébrale du pays, qui a 4000 hommes dans le sud du pays, dont 300 à 400 à la frontière, et qui espère qu'elle ne fera pas les frais d'un nouvel affrontement entre le Hezbollah et Israël. Christian Chesneau, qui est avec nous depuis le Liban. Merci beaucoup. Christian, on aura, j'imagine, l'occasion de se reparler très très vite. Merci encore. La suite, ce soir dans le 18-20, ça se passe au Japon. Pendant qu'une bonne partie du pays soutient Paul Watson dans sa lutte contre la chasse à la baleine, le Japon, lui, figurez-vous, remet des cétacés dans ses menus. Et c'est Karine Nishimura qui va nous le raconter. Pour aller jusqu'à 19h, Kevin Dufresne sous les radars. Aux États-Unis, où un certain David Letterman a bien failli être juré à un procès. Le Monde à 18h50, c'est vous ce soir, Louise Baudet. Bonsoir Louise. Bonsoir, on reviendra sur cette opération Beeper qui sonne comme une revanche des services de renseignement israéliens après les massacres et le fiasco sécuritaire du 7 octobre. Et le cinéma en VO, c'est vous Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne. Bonsoir. 34% de l'essence consommée en Italie provient de cet immense complexe pétrochimique qui pollue l'environnement et les hommes. C'est la face B de la Sicile, Toxicity, documentaire qui fait froid dans le dos. Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète continue. Il passe par la Californie avec The Sacred Soul, ça s'appelle Lucid Girl. C'est dans la playlist de France Inter, c'est de cette année. Et Thomas, qui réalise cette émission, vous glisse dans l'oreille que si vous avez envie d'en entendre un peu plus après ce morceau, allez-y chez nos amis de FIP. Il y a un live, ça date d'hier, et il existe sur l'appli, bien sûr. So many times that I know it so well. There was a girl who fell for two, herself and then this man she knew. He said you have to choose a love for me or you. She chose herself and then she grew. She's a lucid
this world. Can't be held down by this world. Can't be held down by this world. Le reportage d'un jour dans le monde est au Japon ce soir et vous n'allez pas forcément aimer ce que vous allez entendre. Alors que le plus connu des opposants à la pêche à la baleine, Paul Watson, est emprisonné au Groenland sur demande du Japon qui l'accuse de violence contre sa flotte baleinière, les consommateurs nippons, eux, regardent avec un intérêt nouveau la viande de cétacés, car des variétés rares de baleines font leur retour sur le marché grâce à la relance de la pêche commerciale autour de l'archipel et grâce à l'autorisation nouvelle de chasser des espèces de gros calibre. Le reste, c'est Karine Nishimura qui raconte. C'est du rorqual commun pêché en août. Fier et heureux devant ces bacs de viande de baleine, ce salarié de l'entreprise Kyodo Senpaku fait partie de l'équipage du nouveau bateau-usine baleinier Kange Maru. J'étais à bord entre mai et août et j'y retourne entre octobre et décembre. Pour la première fois depuis 48 ans, de la chair de rorqual commun de production japonaise arrive sur le marché de gros de Tokyo et ce jeune homme était là quand cette baleine de gros calibre a été pêchée avec l'autorisation du gouvernement japonais. Elle est énorme, 55 tonnes. Une bête aussi grosse, j'en étais tout ému. Un mâle de presque 20 mètres de long hissé d'un bloc sur le navire. Le Kange Maru tangué quand on l'a monté dessus. C'est immédiatement dans ce bateau-usine que la baleine a été découpée et congelée avant d'arriver ce mois-ci sur les marchés du Japon, dont celui de Tokyo. Le cœur fait 60 kilos, la taille d'un homme et la langue, elle a la dimension d'un lit. Oui, tout se mange. Ce rorqual commun taillé en morceaux dont la couleur va du rouge vif au blanc était très attendu dès le premier jour par plus de 400 représentants de grossistes, chaînes de distribution, restaurants, commerces, sociétés agroalimentaires, etc. Autant de personnes qui ne se font pas prier du tout pour manger dès le matin la peau, les os râpés, le flanc, le cœur ou le dos de cette baleine cuisinée à toutes les sauces, cuite ou crue. Je pensais le goût trop fort, mais non, c'est bon. Je suis en train de comparer la chair de deux variétés de rorqual. Cette restauratrice aussi est conquise. Cette variété, c'est la première fois. Beaucoup de personnes un peu plus vieilles que moi en ont déjà mangé, mais pas les jeunes de mon âge. Et en fait, c'est bon. Quant aux protestations venues de l'étranger, elles sont vite balayées. Que répondre ? Il y a diverses cultures culinaires, c'est tout. La vérité est que peu de Japonais mangent régulièrement de la baleine, pour la simple et bonne raison que c'est cher et qu'on n'en trouve pas si aisément. C'est cela que les pêcheurs et les autorités veulent changer avec l'aide des grossistes et des restaurateurs. Il faut s'adresser à une nouvelle clientèle, explique ce représentant d'une firme qui confectionne des plats de baleine tout préparés. Pour les jeunes adultes, il faut la faire frire ou la cuire en tranches avec du poivre. Yuki Okoshi a 3 restaurants de baleine à Tokyo et ses affaires vont très bien. Du coup, il incite ses confrères du secteur à s'y mettre aussi. Je parcours le pays pour conseiller la baleine à mes connaissances. Par exemple, pour la cuisine italienne, en carpaccio, en viande hachée avec des pâtes, en burger ou steak. Et puis il y a au moins 15 parties de baleine qu'on peut utiliser en sushi. Pour le moment, la consommation de viande de baleine plafonne à environ 2000 tonnes par an, soit 100 fois moins qu'il y a 60 ans. Karine Nishimura pour le reportage. Karine, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufresne.
Et c'est d'abord en Inde que nous sommes, Kevin, avec de longues files d'attente. Oui, devant les bureaux de vote du Cachemire, surveillés par des policiers ou des militaires armés, parce que ce scrutin est très sensible. C'est le premier depuis la reprise en main totale de l'Inde sur cette région. C'était en 2019. Avant cela, le Cachemire bénéficiait d'un statut de semi-autonomie, ce qui permettait d'éviter une partie des problèmes, alors que le territoire est disputé depuis 1947, source de tensions entre l'Inde et le Pakistan. Mais ce fut l'une des décision forte du Premier ministre Narendra Modi, nationaliste hindou, reprendre le contrôle en nommant directement un gouverneur. Les près de 9 millions d'électeurs sont donc appelés depuis aujourd'hui à choisir leur exécutif régional. La participation s'annonce très forte dans cette région à grande majorité musulmane. Beaucoup espèrent infliger une défaite à Narendra Modi, qui de son côté promet de ramener la paix dans cette région où il existe d'importants groupes indépendantistes armés. 2 militaires indiens sont morts vendredi lors d'une fusillade. Et nous sommes au Nigeria où s'est déroulée une grande évasion. Oui, et ça grâce, si j'ose dire, aux inondations qui touchent le nord-est du pays depuis plus d'une semaine. Ça s'est d'ailleurs passé le 9 septembre. Lundi dernier, un barrage cède. La ville de Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, se retrouve en partie submergée. Et sous l'effet de ces torrents d'eau, le mur de l'enceinte principale de la prison s'écroule. Décision est donc prise par les autorités de transférer les prisonniers vers d'autres établissements. Sauf que le porte-parole de l'administration pénitentiaire nigériane vient d'annoncer que 281 détenus ont réussi à s'échapper à ce moment-là. Seulement 7 d'entre eux ont été retrouvés, ce qui veut dire qu'il en reste 274 dans la nature. Ils sont évidemment activement recherchés, mais avec des milliers de sinistrés, des pénuries de nourriture et des risques d'épidémie de choléra notamment. L'urgence est clairement ailleurs dans cette région du Nigeria. Et puis nous sommes aux États-Unis avec un drôle de juré. Oui, nous sommes à New York, lundi, avant l'ouverture d'un procès dans une affaire de fraude à la crypto-monnaie. Le tribunal choisit ses 12 jurés et parmi les personnes tirées au sort, le numéro 16, un certain David Letterman, le seul, l'unique, la star de la télé, animateur du Late Show de la chaîne NBC pendant 22 ans. Alors comme n'importe qui, David Letterman a dû répondre aux questions du juge et des avocats des deux parties et évidemment il n'a pas pu s'empêcher de faire quelques blagues quand on lui demande où il habite. Il répond Hartford, une ville du Connecticut, précisant tout de suite que non, effectivement c'est une blague puisque sinon ça le disqualifie pour être juré à New York. C'est hyper drôle. Autre moment savoureux quand on lui demande ce qu'il fait dans la vie. Je travaille pour une entreprise appelée Netflix, référence aux quelques programmes qu'il a menés sur la plateforme depuis la fin de son Late Show. Il n'a pas été retenu dans le jury final, sans véritable explication. On ne peut pas dire qu'il avait l'air particulièrement motivé. Peut-être que le juge n'a pas apprécié les quelques plaisanteries. Voilà, peut-être qu'elles étaient pas bonnes. Kevin Dufresne, merci beaucoup. Vous reviendrez demain. Vous partez avec Gregory Porter, l'homme à la cagoule qui a failli devenir footballeur, figurez-vous. Musical Genocide, ça date de 2013, dis donc, ça a 10 ans. I do not agree. This is not for me, no musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no musical genocide. Give me a blues song, tell the world what's wrong, and the gospel singer giving those messages of love. Woe in the soul, man, with your heart in the palm of his hand, singing his stories of love and pain. Oh, I do not agree. I do not agree. This is not for me, no musical genocide. I will not commit, nor will I submit to musical genocide. This is not for me, I won't let it be, no musical genocide. Give me a blue
tell the world what's wrong. And what about the gospel sing heavenly messages of love? And woe the soul man with your heart in his hands, singing his stories of love and pain. Whoa, I do not agree. I do not agree, I do not agree. No. Gregory Porter et Musical Genocide sur France Inter. Vous êtes dans Un jour dans le monde, c'est Le Monde à 18h49 et c'est Louise Bottet ce soir. How dare you? World of Change. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Et Louise, vous nous expliquez ce soir pourquoi cette fameuse opération Beeper sonne comme une revanche des services de renseignement israéliens. Ouais, des milliers de beepers et talkie-walkie piégés, on ne sait où ni comment, qui explosent simultanément. L'ampleur de l'attaque essuyée par le Hezbollah est sans précédent, mais son mode opératoire n'est pas inédit. Depuis des décennies, l'armée et les services de renseignement israéliens traquent et assassinent à distance les ennemis du pays, et la technologie joue souvent un rôle majeur. Comme en 1996, où le principal artificier du Hamas, Yahya Ayash, est tué par l'explosion de son portable alors qu'il appelle son père, comme tous les vendredis, avec cette fois un téléphone piégé. Attaque attribuée au Shin Bet, les services de renseignement intérieur israéliens. Autre assassinat par téléphone interposé, celui d'Iyad Ardan, l'artificier du djihad islamique en Cisjordanie, tué à Jenin en 2001 dans l'explosion d'une bombe dissimulée sous la cabine téléphonique qu'il utilisait justement pour éviter l'infiltration de son téléphone portable. Et ces assassinats, Louise, ciblés, utilisant des moyens de communication, ça commence dans les années 70. Oui, c'est un des volets de l'opération Colère de Dieu, opération lancée par Israël en riposte à l'attentat des Jeux Olympiques de Munich. 11 athlètes israéliens enlevés et assassinés en septembre 1972 par le groupe extrémiste palestinien Septembre Noir, suivi de 20 années de traque et d'exécution des individus impliqués dans le massacre, dont Mahmoud Hamshari, représentant de l'OLP à Paris, mortellement blessé en décembre 72 par l'explosion de son téléphone fixe, dont les services secrets israéliens ont reproduit à l'identique le socle en marbre en le bourrant d'explosifs. Plus de 50 ans après, Louise, c'est le même mode opératoire, quoique plus sophistiqué bien sûr, et surtout, même message. Oui, message aux ennemis d'Israël. Le Mossad finira toujours par vous retrouver. À ce titre, le service de renseignement extérieur de l'État hébreu a enregistré plusieurs succès ces dernières semaines, notamment l'assassinat fin juillet à quelques heures d'intervalle du leader du Hamas, Ismail Haniyeh, à Téhéran, et du numéro 2 militaire du Hezbollah, Fouad Choukr, dans la banlieue sud de Beyrouth. Le Hezbollah, qui a perdu ces derniers mois 350 à 450 combattants, dont une trentaine de commandants loin du front dans des assassinats ciblés. Et ce message aux ennemis d'Israël se double d'un message aux Israéliens. Nous vous protégeons. Oui, le primat de la sécurité est constitutif de l'État hébreu et de son contrat social, et la défense de la nation est un impératif à atteindre par tous les moyens possibles. Le traumatisme du 7 octobre s'est donc doublé d'une crise de confiance vis-à-vis des forces de sécurité israéliennes qui n'ont pas su anticiper l'attaque du Hamas et y répondre rapidement, y compris les services de renseignement, donc mis au défi depuis de rétablir la confiance et pour cela de prouver leur efficacité et leur supériorité technologique. Mais aujourd'hui, Louise, comme hier, ces opérations sont contestées. Ah oui, parle-t-on de justice ou parle-t-on de vengeance dans les années 70 comme aujourd'hui? L'élimination ciblée des ennemis d'Israël pose question au regard du droit international, a fortiori quand elle frappe autant d'individus et qu'elle fait des victimes collatérales. Les responsables de l'attaque au Beeper devront rendre des comptes. Voilà ce qu'a déclaré ce matin le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, dénonçant une violation du droit international et réclamant une enquête. Les objets civils ne doivent pas être transformés en armes, a insisté dans la foulée le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez. Louise Baudet, merci beaucoup. Le mercredi, c'est le cinéma en VO et c'est Corinne Pellissier. France Inter. Un jour dans le monde. Siamo in Sicilia, c'è la mafia, c'è la politica, gli affari, perfino la magistratura. Così ci continuano a sacrificare per questo minchia di petrolio.
Corinne, ce soir, vous nous emmenez en Sicile pour un documentaire qui est très éloigné du glamour des brochures, en général, des brochures de vacances, direction Syracuse, où se trouve l'un des plus grands complexes pétrochimiques d'Europe. 2 réalisateurs, François-Xavier Destor et Alfonso Pinto, sont allés filmer ces effets sur la population. Et les résultats, ils nous le racontent donc dans un film. C'est un documentaire qui s'appelle Toxicity sur les écrans ce mercredi, et ça fait froid dans le dos. Ouais, je vous garantis, Fabienne, que vous n'aurez pas du tout envie, après ça, d'aller passer vos vacances à Syracuse, et encore moins à Augusta, petite ville plus au nord, à 30 minutes de voiture, où depuis les années 70, on s'interroge sur les effets de cette immense zone industrielle installée au bord de l'eau, 20 km d'usines pétrochimiques, de déchetteries, exploitées par des dizaines de multinationales qui fournissent évidemment beaucoup d'emplois dans la région, mais semblent aussi responsables, au-delà des nuisances visuelles, olfactives, de nombreuses malformations congénitales, de cancers, de maladies en tout genre. Un site tellement pollué que même sur le marché, les habitants refusent d'acheter des fruits et des légumes cultivés sur place. C'est là que démarre le reportage de François-Xavier Destor, Alfonso Pinto, aux côtés d'une mère, de sa fille, en train de faire leurs courses. Ces 2 réalisateurs ont choisi de mettre au centre de leur histoire les habitants, très actifs sur le sujet, mais dont la voix, hélas, ne porte pas. Comment est-ce possible que dans un pays européen, on accorde le droit de cultiver des tomates, de cultiver des oranges, d'élever des chèvres et des vaches à 50 mètres d'une usine ou dans un terrain que même les enfants savent qu'il a hébergé des déchets toxiques? Les militants, les activistes reprochent beaucoup de choses, notamment aux classes politiques locales qui, en 70 ans, n'ont jamais été capables de protéger un minimum la santé et l'environnement. Toutes les familles ont un enfant qui a une malformation congénitale, un cas de cancer, de leucémie, avec des pathologies qui se retrouvent parmi les groupes d'ouvriers qui travaillent au même endroit. Donc l'empoisonnement, il est total. On le retrouve dans ce qu'on boit, dans ce qu'on mange, dans les lieux où on se promène, dans les lieux de vie, dans les lieux de travail, partout. Vogliamo ricordare le vittime del cancro. Franco Giacinto, Morfino Rita. D'ailleurs, aucune des personnes filmées dans ce documentaire ne s'exprime face caméra. Leurs témoignages sont utilisés dans le film en voix off. Toute une galerie de personnages épatants, parmi lesquels un prêtre, figure historique de la résistance, qui tous les mois, pendant 10 ans, a célébré une messe dédiée aux victimes du complexe pétrochimique avant d'être limogé. Et alors, on se rend compte, Corinne, en voyant le film, qu'il y a 1000 façons, hélas, d'être contaminé au quotidien. Le mercure, l'amiante, la chimie, toutes sortes de polluants. Une situation qui est donc épouvantable. Des scientifiques qui alertent depuis les années 70. Pourtant, il ne se passe rien. Et comment les réalisateurs expliquent-ils ça? Alors, les raisons sont essentiellement économiques. C'est un territoire sacrifié en quelque sorte sur l'autel du progrès, où tout le monde se rejette les responsabilités, ce qui a inspiré à François-Xavier Destor et Alfonso Pinto une réflexion plus large que la simple dénonciation du drame qui se joue sur ce territoire. Avec Toxicity, ils veulent aussi interroger notre façon d'habiter le monde quand il devient hostile. C'était très compliqué pour nous de comprendre jusqu'à quel point les habitants de cette zone sont capables d'accepter l'inacceptable. Parce qu'on parle souvent de l'industrie pétrochimique, en tout cas dans notre imaginaire, c'est souvent les accidents, les grandes fumées noires, les explosions, mais on parle jamais de ce qui se passe tous les jours et de la manière dont cette pollution-là empoisonne le ciel, la terre, l'air et les mentalités. Le territoire entre Augusta et Syracuse est extrêmement parlant. C'est pas difficile d'imaginer, c'est évidemment un chantage très très fort sur l'emploi. Par exemple, en 2018, les chiffres d'affaires du pôle, c'était autour de 8 milliards d'euros, avec presque 10 000 personnes employées entre direct et indirect. Donc c'est quand même quelque chose de grand. On part d'un pourcentage quand même qu'on peut calculer au sein du PIB italien. On est dans un territoire qui a subi une violence industrielle vraiment gigantesque. Perché queste vittime non vengono riconosciute? Perché lo Stato è assente nel riconoscere i diritti di queste persone? Ça s'appelle Toxicity, documentaire donc de François-Xavier Destor et d'Alfonso Pinto. C'est au cinéma ce mercredi. Corinne Pellissier, mercredi beaucoup. Merci beaucoup. À mercredi prochain.